Non, bah, Timothée Montaigne, originaire du Nord, du coup, de Roubaix. Ça fait une quinzaine d'années que je suis auteur de BD. J'ai commencé chez Soleil à l'époque avec le 5e Évangile, avec Jean-Luc Pistin. Voilà. Ensuite, je parle quoi? Je parle juste de mon métier dans la BD, quoi. Après, j'ai fait. Bon, bref. J'ai fait des études de dessin. Voilà, à Pivot, à Nantes. Voilà. J'ai été l'assistant de Mathieu Laufray avant de commencer ma première BD. C'est vraiment mon point de départ dans la BD. C'est là où j'ai tout appris, vraiment. J'ai appris énormément de choses. Et puis ensuite, ça a été 5e Évangile, mes armes chez Soleil. J'avais bossé, j'avais fait une BD chez 12 bis aussi qui s'appelait Malicorne. Et après, je suis monté en grade. Et puis j'ai repris le 3e Testament, Julius, avec Alex Alice et Xavier d'Horizon, que j'avais du coup rencontré à l'époque là-dessus. Et ensuite j'ai fait une petite parenthèse avec Yves Wolf sur le Prince de la Nuit, voilà, 2 albums. Et puis enfin, le premier gros album, l'album de la maturité, où je suis sorti un petit peu de mes licences et on a essayé de proposer vraiment quelque chose de particulier sur 1629, donc avec Xavier d'Horizon. Alors le projet, Xav, on se connaît du coup depuis un moment, on a toujours voulu bosser ensemble et tout, enfin vraiment, et sur le 3e Testament, c'était plus Alex qui était aux manettes. Xav, en gros il partageait, il construisait des choses, mais j'étais en direct avec Alex. Et donc ça faisait un moment qu'on voulait bosser ensemble, il est venu, à un moment donné il m'a proposé plusieurs histoires, dont celle-là, et en toute franchise, moi la marine j'y connais que dalle, l'océan c'est pas mon truc. Et donc en plus il me propose une histoire de 17e hollandais, et sur le papier ça l'était encore moins mon truc, parce que pour moi 17e hollandais c'est les mecs en collant avec des collerettes, c'est pas mon super rayon, tu vois. Et c'est vrai. Et du coup il m'a dit écoute, jette quand même un œil à cette histoire qui est assez incroyable, lis le bouquin de Mike Dash qui s'appelle L'archipel désertique, et c'est un bouquin qui relate vraiment les faits de cette histoire. Et là j'ai découvert un univers que je ne connaissais absolument pas, qui était vraiment fascinant. La marine de cette époque, c'est quelque chose d'incroyable. Et les Hollandais encore plus. Donc voilà, ça s'est fait comme ça. Et puis, je me suis rendu compte que ça cochait un petit peu toutes les cases, quoi. C'est-à-dire, bon, moi j'aime ces histoires humaines avec le poids de la vie, la violence. Tous ces trucs-là sont des sujets qui me parlent et tout. Je pense que je les traite. J'arrive bien à les traiter et tout, et du coup, c'est lancé. En fait, alors, il y a plusieurs trucs. Ça veut dire qu'au début, quand j'ai commencé, j'ai essayé de comprendre quelque chose à la marine, au bateau, au fonctionnement des bateaux, ce genre de trucs. Je me souviens, j'avais appelé Franck Bonnet, qui est plutôt calé, j'allais voir comment ça marche. J'avais vraiment essayé de comprendre un tas de trucs, et je suis vraiment pas marin, quoi. Donc j'ai essayé plutôt de comprendre un ton, tu vois, vraiment une ambiance, un ton. Et j'ai plutôt mis l'angle là-dessus, quoi. Alors l'avantage qu'on avait sur ce bouquin-là, c'est que pour le coup, on a une documentation géniale, parce qu'il y a une réplique qui existe près d'Amsterdam, donc une réplique du Batavia, qui est le bateau, nous on l'appelait Jakarta, c'est le Batavia, et il y a une réplique qui existe près d'Amsterdam, un endroit qui s'appelle Batavia Land. Alors j'ai l'impression que en fait pas du tout, c'est vraiment un super musée hyper intéressant, et du coup on a pu prendre un tas de photos, enfin ça a été vraiment super, quoi, pour me rendre compte des échelles, de la promiscuité, tu vois, toutes ces choses-là. C'est une super documentation. Le truc surprise, tu sais, c'est plus des anecdotes, quoi. C'est que tu te projettes sur la vie de ces hommes, et tu mesures à quel point tu es vraiment pas taillé, quand même, pas taillé pour ce genre de truc. C'est vraiment un autre monde, quoi. Donc c'est plutôt ça.
probablement la taille du bateau, si on prend le truc physique, quoi. J'ai trouvé ça assez petit, quoi. Je me disais, putain, il y a 300 mecs là-dessus. Donc là, tu te projettes quand même sur la productivité, quoi. Vraiment. Sur comment ça devait fonctionner, ce bordel-là. Ça devait être vraiment très particulier. On a du mal à se projeter, mais même sur la violence des faits et tout ça, c'est un peu compliqué, quoi. De visualiser quand on est le fruit de notre époque aujourd'hui, de réussir à vraiment se projeter et tout. Donc t'essaies de t'imprégner d'un ton, tu vois. J'ai essayé d'avoir. Tu sais, c'est un truc hollandais, donc j'ai essayé aussi d'y donner. Je veux pas que fallait pas que ça sonne pirate, quoi. Tu vois ce que je veux dire. Ouais. On essaie de capter ça du mieux qu'on peut. J'ai même fabriqué, je me souviens, quand j'ai commencé le bouquin, j'avais fabriqué une maquette, tu vois, pour pouvoir. Alors j'avais commencé, je voulais faire ça bien, donc j'avais commencé à faire une maquette de musée, quoi. Tu sais, le truc en bois, avec toutes les baguettes, les machins. Alors c'est génial parce que t'apprends un paquet de trucs sur les bateaux, quoi, la quille, les machins, les trucs. Puis bon, j'ai fait la coque, j'ai dit bon allez, j'arriverai pas au bout. Alors du coup j'ai acheté une petite maquette LR de merde en plastoche, là, hop, et ça m'a permis de reprendre des angles et tout ça quand il y avait besoin de doc. Voilà. En fait, franchement, on a fait notre version, elle est super, elle est tranquille. Vraiment, les faits sont incroyables. Vraiment. Donc, pour ceux qui veulent, lisez L'archipel des hérétiques de Mike Dash. Là, t'as les faits. Et c'est complètement déliant. Rappelle-moi que tu me disais, c'était quoi la question? Quelles sont les libertés que vous avez prises avec les faits historiques? En gros, notre sujet, en fait, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que on raconte pas, on fait pas un bouquin historique, c'est pas notre intérêt. Donc nous, notre histoire, c'est le rapport à la soumission. On se sert de ce truc-là comme support. Et pour te donner un exemple, par exemple, nous, on a fait tourner notre histoire autour de 3 personnages. Donc tu vas avoir Géronimus, Lucretia et Hayes. En gros, ça tourne autour de ces 3-là. Le problème, c'est qu'historiquement, Hayes n'existe pas sur la première partie du récit. Ça veut dire que Hayes se révèle bien plus tard sur l'île. À la base, Hayes, historiquement, c'est un soldat. Les soldats étaient stockés dans les cales. En gros, les mecs sortaient 1 heure par jour, tu vois. Donc le mec sur la traversée n'existe pas. Nous, on a choisi d'en faire un gabier, tu vois. Ce mec-là, on en avait besoin dans la première partie pour qu'il existe correctement dans la société. Voilà, donc ça fait partie des libertés qu'on prend, quoi. Après, tu vas avoir... Lucretia existait. Alors après, honnêtement, on a... c'est vraiment une interprétation. Ça veut dire que tu as la grande trame qui est à peu près qui est plutôt respectée. Donc tu vois les pauses en Sierra Leone, le trajet, tu vois les grands faits, on va dire, tu vois. Tout ça est plutôt respecté. Après, tu vois, on n'a pas le détail de comment ça s'est passé, machin. Donc voilà. C'était intéressant de prendre Lucretia pour raconter notre histoire, tout simplement, parce qu'elle est tellement hors du milieu que c'est intéressant. Comme c'est un espèce de micro psychologique sur un bateau, tu vois. Tu peux mieux le raconter, je pense, à partir de ce personnage, quoi, parce qu'elle prend l'univers sur la gueule et vraiment, elle est. Enfin, tu peux vraiment sentir une bonne dégradation à travers ses yeux. Et poids qu'elle prend tout le temps. Voilà. Franchement, c'est un... Lui te dirait que c'est une sorte de dictature éclairée. Ça veut dire on est responsable de nos disciplines tous les 3, donc Xavier, Clara et moi. Par contre, on donne des retours, chacun donne son retour sur la partie de l'autre. Et par exemple, quand je bosse, je fais un storyboard, je l'envoie à Xav. Souvent il me fait un retour où il va amener d'autres propositions, il va éclater par exemple un peu la mise en scène, il va tenter des trucs. Et à la fin, c'est toujours moi qui suis décisionnaire, c'est-à-dire que si je trouve que ce qu'il a fait n'est pas une plus-value, je le prends pas. Et par contre, s'il amène une idée, un truc, par exemple, lui était beaucoup plus, comment dire,
je pense que cette espèce de narration un peu particulière pour du franco-belge, tu sais, où on a fait beaucoup de... Je trouve qu'il y a une espèce de mise en scène avec des cases un peu éclatées. On n'est pas dans le gaufrier classique, quoi. Donc il y a vraiment des propositions au niveau de la narration et tout. Je pense que l'impulsion vient de Xav, quoi. C'est-à-dire que moi, je pense que j'ai une narration qui est très fluide, mais qui était peut-être un petit peu classique. Et lui a donné un petit peu cette folie au début. Et du coup, ça a ouvert des portes chez moi. Et maintenant, voilà, naturellement, je propose des trucs un peu plus ambitieux. Et puis lui, bah, il fait toujours des retours. Enfin, de toute façon, c'est une sorte de ping-pong comme ça, mais chaque responsable de parti est décisionnaire. Et je trouve que c'est très bien. C'est vraiment une bonne solution. On est tous, on est à notre place, on a un bon fonctionnement. Chacun propose des trucs. Clara, elle a un investissement aussi énorme dans le travail de couleur et autres. Elle fait plein de choses pour ce bouquin-là et tout. Donc voilà, c'est un bon petit système qu'on a mis en place. Ouais, je suis à fond. Gros planning. Ça sortira fin 2024. D'accord. C'est un bouquin qui doit sortir au fait. Généralement, ça sortira fin 2024. Donc là, je suis à fond. Nouvelle ambiance sur une île. Ah là, ouais, c'est un petit peu. Si vous avez trouvé ça chaud sur le bateau, sur l'île, c'est encore un autre délire. Beaucoup plus lumineux, tout est, enfin, c'est ouvert, quoi. Ouais, c'est marrant, il y a un vrai contraste, quoi. Bah, tu verras. Tu veux pas nous en dire plus? Bah, ça dépend, tu veux que je te dise quoi. Est-ce qu'il va y avoir des morts? Bon, c'est pas. Mais c'est marrant. Sur le tome 2, tu verras, il y a vraiment. Ouais, je vais pas en dire trop. Mais en tout cas, les persos sont vraiment intéressants. Ils prend vraiment la place. Ça, c'est cool aussi. On a la chance que Glénat nous suive vraiment sur tous nos caprices, un petit peu sur ce bouquin-là, quoi. Et sur le 2, ça continue. On a une pagination ouverte, tu vois. Donc, si on a besoin de. Tu vois, il n'y a pas un nombre de pages défini, quoi. On prend vraiment la place qu'il faut pour bien servir les intentions, enfin voilà, qu'on puisse bien comprendre les enjeux, c'est pas du tout. Bah, sans vouloir me jeter des fleurs, mais quand même, vraiment, tout vient de nous. Voilà. Donc, des auteurs, il faut savoir que ce genre de prise de risque, je pense pas que Glénat serait allé là. Sur le choix de couverture, le choix d'objet, machin. Ça veut dire que c'est pas la révolution, mais on fait quand même un pas de côté par rapport à la prod actuelle. Donc moi, en fait, mon idée, quand j'ai proposé cette couverture-là, je leur disais, les gars, je veux faire une proposition intégrale. En gros, je veux que l'objet soit déjà une invitation à l'aventure. Et je me suis dit, merde, qu'est-ce qui m'invite à l'aventure comme objet? Et moi, j'avais souvenir des vieilles éditions Hetzel de Jules Verne, tu vois. Et c'est vrai que tu as juste à prendre ce bouquin dans les mains et tu voyages déjà, tu vois. Et moi, je voulais ça. Et ce genre de truc, ça peut exister dans le livre, mais en BD, ça se voit pas, tu vois. Ça se fait pas en BD, en fait. Donc, ça a été un petit peu compliqué à mettre en place et tout. Et puis, ils nous ont suivis vraiment sur tous nos délires, parce que faut savoir que sur la couve, là, sur l'objet, il y a un travail de fabrication vraiment exceptionnel. Ça veut dire il y a trois textures différentes. Enfin, vraiment, on s'est fait chier parce que moi, ce que je voulais, c'était sur les éditions Hetzel, si tu veux, tu as les dorures. Les dorures sont lisses. Tu sais, c'est un toilet fin, c'est ce qu'on appelle de la percaline. Donc c'est un toilet très fin comme ça. Et tu as les dorures lisses. Et je trouvais ça mortel. Alors que maintenant, on va faire des fers à chaud sur de la toile directement, mais tu vois la toile pousser à travers le fer et tout. Et je trouve ça pas très beau et c'est pas très précis et tout. Et du coup, on a trouvé un process avec la responsable de fab de chez Glénat, un process de fab qui nous permette d'avoir un petit peu cette sensation de percaline comme à l'époque et tout. Donc ouais, vraiment, ce qui est cool, c'est que nous, on a proposé un paquet de trucs, tu vois, jusqu'au signé, quoi, le petit ruban pour marquer les pages, enfin vraiment, on y allait à 3000%.
Et Glénat nous ont suivis surtout, quoi. Donc c'était vraiment... Enfin, c'est une chance hallucinante, quoi. C'est-à-dire que, je sais pas, ils étaient super emballés par le projet, ils ont pris des risques là-dessus, ils ont dit allez les gars, on vous suit sur tous vos trucs. Bon, le bouquin est un peu rush du coup. Ouais, c'est justement ça. Non, je pense pas, parce que je pense que ça a peut-être... je pense que les gens pouvaient peut-être se dire ah putain, ça commence à faire du pognon et tout. Mais je pense que quand t'as le bouquin dans les mains, vraiment, tu sens que le truc est fini. Les mecs se foutent vraiment pas de la gueule du monde. On a bossé, les pages liminaires sont vraiment cool, il y a un vrai investissement sur le bouquin. Et en toute franchise, c'était le moment pour moi de le faire, quoi, tu vois. Ça veut dire que c'était une sorte d'alignement des planètes. Ça veut dire que Glénat nous donnait la possibilité de faire un truc pareil. Et moi, c'était un peu la croisée des chemins, quoi. Ça veut dire que j'avais construit ma place dans la BD depuis un moment, mais j'appartenais à des séries. J'avais pas encore pu... Tu sais, quand tu appartiens à des séries, t'as quand même une espèce de charte graphique qui existe, où tu peux pas... Tu sais, t'es quand même dans une forme de compromis, tu vois. Ouais, t'es un peu dans le compromis et tout. Et du coup, là bah, j'y suis allé à fond. Enfin voilà, je me suis dit allez, on va essayer de proposer du Timothée Montaigne et on verra bien. On verra bien ce qui se passera derrière, tu vois. Et très honnêtement, c'était un peu pas le bouquin de la dernière chance, mais un petit peu quoi. Ça veut dire que la bande dessinée de genre franco-belge, c'est très très dur. Je trouve au milieu. Et quand ça fait 15 ans et tout, t'es un peu fatigué parfois et tu dis bon allez, faut voir si on va faire un test aujourd'hui, voir si ça le fait. Si ça le fait, ben on continue, tu vois, à bouger la chemise là-dedans. Si ça le fait pas, il y a d'autres chemins un peu plus reposants dans l'image. Voilà. Mais bon, moi je suis un passionné de mon média et je voulais vraiment essayer de pousser le truc à fond, quoi. Et donc je suis content parce que les gens ont l'habitude depuis 15 ans et ouais, c'est cool. Je pense vraiment on va continuer ensemble. Vraiment, si je peux proposer un bon film avec les mêmes gens tous les 2 ans, je serais très content de ça. Parce qu'on a une belle équipe, on a un bon réglage graphique, on a... en gros, on a envie de raconter de faire des bons films, quoi, tu vois. Ouais. Raconter une belle histoire comme ça. Je pense pas que je retournerai sur de la série, tu vois. Je me dis, pour l'instant, en tout cas, si je peux faire ça, c'est super. C'est déjà l'éditeur me le permet. Ouais. Je peux pas encore. Non, pour l'instant, on est dans le. Il y a 3 trucs. Et voilà, il y a tout. Xav propose, on discute. Le tout, c'est d'être lucide. Ça veut dire que, tu sais, il y a par exemple des univers qu'on adore et qu'on n'est pas forcément pour traiter. Donc à un moment donné, il faut aussi être lucide sur là où on est le meilleur, quoi. Et par exemple, sur typiquement un truc comme 1629, je peux être bon là-dedans. Tu vois, moi par exemple, je suis des univers que j'adore. Par exemple, j'adore les univers futuristes. J'adore le cyberpunk, j'adore tous ces trucs. Et je me dis, si j'avais un truc comme ça à traiter, ce serait sûrement très très compliqué parce que je serais beaucoup plus limité en dessin. Parce que c'est très exigeant, je serais moins bon, tu vois, donc je devrais mettre peut-être vachement plus d'énergie dans des endroits où je suis pas très bon, et je sais pas si j'arriverai à tout tenir, et finalement je sais pas si je proposerai quelque chose de vraiment top et tout. Il faudra peut-être que j'essaye un jour, mais voilà, en gros, je pense que c'est ce qui tranchera un petit peu, tu vois. Quand on aura les 3 sujets bien compris, on verra bon, où on va, où on est bon, parce que notre but, vraiment, c'est de proposer les meilleures expériences possibles aux lecteurs, et c'est ce qui est intéressant. Voilà. Mais en tout cas, 1629, ça a été pour nous, en tout cas, c'est assez... c'est pas mal d'avoir cette idée de proposer une vraie expérience intégrale de lecture. Tu vois, c'est pas juste un bel écran. Tu vois ce que je veux dire? On a vraiment voulu
faire une vraie expérience globale. Si on peut continuer à faire ça, si on peut continuer à faire en sorte que notre éditeur nous laisse les clés du outil et nous dise allez-y les gars, faites-nous un bon petit truc, on sera ravis et on continuera à faire ce qu'on peut pour proposer de la bonne canne. Voilà l'ambition. Ils étaient beaux, c'est meilleur. Le sur les trous. J'adore tes mots. Je sais pas, alors un conseil à donner de lecture, tu veux dire je te dis, moi j'ai quand même vachement. En fait, le problème, c'est que dans la BD du genre franco-belge, je suis un peu perdu. Je lis pas énormément de trucs. Après, tu tentes des trucs. Là, il y avait OKE dernièrement, tu vois, toutes ces petites choses-là. Voilà. Disons, après, moi, il y a des auteurs que j'adore, qui sont pas du tout dans mon créneau. Un mec comme Olivier Ledroit, c'est toujours un mec que j'aime bien. Pourtant, c'est très compliqué. Enfin, tu vois, c'est plus compliqué, machin. J'adore. Et je te dis, moi, Thébo, fan de Thébo, allez-y. Encore une fois, peut-être cette équipe de mecs, mais j'avais déjà dit ça je crois que j'avais déjà dit ça dans une interview, genre en 2013, quoi. Et je disais, ouais, j'aimerais bien rentrer dans la tête d'un mec comme Ledroit. Et en effet, je pense que c'est ces gens-là, j'ai l'impression qu'ils sont complètement libérés. Tu vois, je sais pas. Moi, je suis peut-être encore un peu trop, pas intellectuel, mais sur mon taf et tout. J'aimerais bien un peu plus de libération. Ou alors, ouais, typiquement, un mec comme Mathieu, moi, Laufray, j'ai la chance de bosser un petit peu avec Flan Atelier chaque semaine. Et, Mathieu, pour moi, c'est un... J'adore son travail d'ancrage, la liberté, l'espèce de... Tu sais, il y a vraiment un truc sans filtre, quoi. Donc j'avance là-dessus. Tu sais, t'as l'impression qu'il n'y a pas de barrière entre sa nature et sa branche, quoi. Tout est complètement fluide. Il y a une personnalité qui s'exprime vraiment sans filtre, quoi. Et c'est vrai qu'on... Cette liberté-là, je pense que c'est le truc un petit peu ultime, c'est ce qu'on cherche un peu à choper. Je pense que j'avance.